Showbiz, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Book Tag, qui est un tag dans lequel on va revenir sur les 6 premiers mois de l'année en termes de lecture, donc avec mes meilleures lectures, mes déceptions et plein d'autres petites catégories comme ça. Par contre, j'ai essayé d'éviter de répéter 50 fois le même livre, donc dans mes meilleures lectures, je vais pas pouvoir toutes les mettre, il y en a peut-être qui vont se retrouver dans d'autres catégories après, donc voilà. En tout cas, je vais vous parler de tous les livres qui ont marqué ce début d'année. C'est parti. Première catégorie, justement, c'est le meilleur livre de l'année. Alors, j'ai pas pu tous les mettre, il y en a d'autres que j'ai adorés, mais je vais vous parler de Frankenstein de Marie Shelley parce que j'ai kiffé ce livre. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai trouvé hyper intéressant dans la manière de raconter cette histoire, dans les événements, dans le développement des personnages. C'était trop bien. Donc ça fait partie de mes meilleurs livres de l'année. Je vais peut-être pas vous faire le résumé, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé et puis vous devez connaître quand même, donc je vais pas faire le résumé. Mais en tout cas, lisez-le, c'est un classique, il est génial, il est intemporel, j'adore. Hop, et comme je n'arrive jamais à me cantonner à un seul livre, j'ai également mis dans cette catégorie Projet Dernière Chance de Andy Weir, parce que ce livre m'a réconciliée avec la science-fiction, enfin j'ai adoré. J'ai eu une obsession un peu malsaine, je pense, pour ce livre pendant un moment, je vous en ai parlé tellement de fois. Pour vous faire un petit résumé, nous allons y suivre un homme qui se réveille sans aucun souvenir dans un vaisseau spatial, qui ne peut communiquer avec personne, il est tout seul, il est accompagné même de 2 cadavres. Et au fur et à mesure, il va avoir les souvenirs qui vont revenir et il va en fait se rendre compte qu'il est là pour sauver la planète Terre des astrophages, qui sont des petits organismes qui mangent l'énergie du soleil et donc qui vont faire en sorte que la planète va baisser en fait en température et donc va provoquer en fait l'extinction des humains. Donc il a une mission quand même très très importante et il va se rappeler également que c'est un professeur de physique-chimie, donc il sait pas trop en fait vraiment ce qu'il fait là. Et voilà, on va avoir toutes ses pensées, tout le côté scientifique qui est hyper bien développé et qui est très précis, très bien décrit. Et voilà, j'ai adoré, et puis c'est une histoire vraiment très très humaine dans laquelle on va suivre ce personnage par rapport à ce qu'il découvre, à ce dont il va se souvenir, et vraiment c'était génial. Et il y a une adaptation cinématographique qui est sortie cette année justement de ce livre, qui est avec Ryan Gosling comme acteur principal. Le film va être assez différent du livre dans le sens où dans le livre on va énormément développer tout l'aspect scientifique, toutes les explications autour des astrophages, là où dans le film on va plus se focaliser sur les personnages. En même temps, forcément c'est plus rapide un film, et donc ils ont pris cette direction là, ce que je critique pas du tout parce que franchement c'était très bien réalisé et j'ai adoré. Et donc voilà pour les meilleurs livres de ce début d'année. La prochaine catégorie, c'est la meilleure suite de saga. Alors en ce début d'année, j'ai quand même pas mal avancé dans les sagas, j'en ai commencé mais je me suis vraiment motivée pour les continuer dès que je l'ai commencé, pas juste lire un chapitre et puis ensuite passer à autre chose. En tout cas, j'ai essayé. Dans ma tête, c'était un peu ça. Donc j'ai lu quand même pas mal de suites de saga, mais la meilleure, pour moi, c'est Le Pacte de Sang, le 2e tome de la saga de la guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. Donc dans ce début d'année, j'ai lu les 3 tomes. C'est une trilogie, j'ai commencé et j'ai terminé cette saga. J'insiste parce que je suis pas peu fière de cette performance. Et ce 2e tome, Le Pacte de Sang, je l'ai trouvé hyper bien parce que c'est vrai que dans les trilogies notamment, mais même dans les sagas en règle générale, le 1er tome me plaît énormément. Et à chaque fois, je suis beaucoup moins prise dans l'histoire dans le 2e tome. Je trouve qu'on s'essouffle un petit peu. Je sais pas si c'est l'histoire qui m'intéresse moins ou je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, les 2e tomes marchent très peu avec moi. Enfin, c'est généralement pas mes préférés. Et là, ce 2e tome, je l'ai trouvé assez marquant. On a un nouveau point de vue qui arrive. On a toute une histoire nouvelle qui est décrite et qui se lie avec la première histoire, qui fait que il était genre trop bien. Alors pour vous faire un petit résumé du tome 1, donc de la saga en règle générale, nous allons suivre Tisana, qui est une esclave, qui essaye de réunir la somme d'argent nécessaire pour pouvoir acheter sa liberté en dansant et en faisant des petits papillons avec sa magie. Mais vous inquiétez pas, c'est une histoire qui est assez sombre, hein. Le côté papillon, croyez-moi, on le voit que très peu. Et donc quand elle va avoir réuni cet argent, elle va le donner à son maître en lui demandant sa liberté. Celui-ci va refuser, donc elle va le tuer et s'enfuir en laissant son meilleur ami sur place pour qu'il
couvre sa fuite et elle va rejoindre les Ordres, qui est une organisation de magiciens, donc qui va lui permettre d'apprendre à utiliser sa magie. Elle va leur demander de l'aide justement pour sauver son meilleur ami qui était resté sur place, sauf que ceux-ci vont accepter, mais à condition qu'elle suive une formation, sauf que elle a dépassé l'âge normalement de tous les petits apprentis, et il n'y a plus de formateur. Donc elle va devoir être formée par Maxentarius Farlione, qui est un homme avec un passif assez particulier avec l'ordre, puisqu'il a du mal à respecter leurs consignes, il veut se détacher complètement de cette organisation, et donc on va apprendre justement quel est son passif avec les ordres. Et voilà, c'est une histoire, donc alors là je vous ai fait les grandes lignes, mais vous allez voir que ça part un peu loin, enfin je veux dire, c'est quand même une fantasy un peu dark, avec toute une quête, avec plein de péripéties, avec plein d'actions, et je vous dis pas mal de personnages. Alors je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais allez-y parce que franchement c'est une romantasy qui est vraiment hyper bien, moi je l'ai adorée, et la trilogie elle s'enchaîne vraiment hyper facilement. Alors c'est une fantasy où il y a de la romance, mais la romance elle est vraiment au second plan, c'est pas ce qui prend le pas, c'est une toile de fond, et vraiment j'ai adoré. Cet équilibre était vraiment très bien, le roman est très chouette, et cette suite de saga était vraiment super. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la nouveauté que je n'ai pas encore lue. Alors j'en ai mis deux là-dedans, un que j'ai acheté qui est pas vraiment une nouveauté, mais il y a des tomes qui vont sortir actuellement, donc c'est une saga qu'il faut que je continue pour arriver jusqu'à la nouveauté si vous voulez. Et c'est Dungeon Crawler Carl, le tome 2 de Matt Dinniman. J'ai lu le tome 1 au mois de mai, si je dis pas de bêtises, et j'avais vraiment adoré cette histoire, ce lit RPG qui était assez singulier. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, et ça m'avait vraiment beaucoup plu, et j'ai envie de battre le fer tant qu'il est encore chaud, et donc de continuer à lire cette saga. On va y suivre Carl qui garde le chat de sa copine infidèle jusqu'à ce qu'elle rentre pour pouvoir lui rendre, et au milieu de la nuit ce chat va sauter par la fenêtre, donc lui il va sortir pour aller le secourir, et en fait à ce moment-là, donc à 2h du matin, va se passer le grand effondrement. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des aliens qui vont arriver et qui vont écrabouiller tout ce qui est sur Terre, qui possède un toit en fait. Et donc toute personne qui est dans une maison, dans un immeuble, sous une tente, enfin sous n'importe quel toit, va mourir instantanément, va se faire écraser, et tous les survivants vont avoir deux possibilités. Soit ils essayent de survivre sur cette Terre qui a été un petit peu chamboulé, hein, donc ils essayent de faire en sorte de survivre avec le peu qu'ils ont, ou alors ils peuvent intégrer le donjon. Qu'est-ce que c'est que le donjon ? C'est un jeu télévisé qui est retransmis dans tout l'univers, dans lequel on va mettre donc les terriens. Il va y avoir différents niveaux, et en fait les terriens vont devoir descendre les niveaux, et ça va être comme un jeu vidéo, donc ils vont avoir des capacités selon comment ils étaient de base. Ils vont pouvoir avoir des nouveaux objets, des succès, etc., qui vont leur permettre d'avoir des coffres, ils vont avoir tout un inventaire en fait sur eux, etc. On est vraiment plongé dans un jeu vidéo, et en même temps aussi, comme je vous dis, c'est un jeu télévisé, donc on va avoir tout le côté un peu communication, ils vont devoir avoir de l'influence, se faire aimer des téléspectateurs pour pouvoir obtenir justement des objets rares, etc. Ce qui fait que c'est une saga vraiment très très originale, et qui est complètement loufoque, complètement barrée. Faut s'y préparer, hein. On a un humour dedans qui est assez particulier. Après on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, mais voilà, faut s'y attendre, c'est quelque chose de complètement barré, et donc je voudrais lire ce tome 2 pour pouvoir enchaîner. Il me semble qu'actuellement en France il y a 5 tomes qui sont sortis, et le 6e arrive prochainement, et en anglais il y a 8 tomes qui sont sortis, et il y a une dizaine de tomes qui sont prévus. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Donc voilà pour une des sorties que j'attends le plus, enfin un des livres que je veux lire qui est sorti récemment. J'ai du mal avec les catégories. Et le deuxième livre dont je voulais parler, c'est aussi Le Chant des Machines de... Oh, merde, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai la couverture, j'ai complètement oublié le nom de l'autrice, qui est donc une dystopie française, qui est sortie récemment, et que je vois mais sortir de partout. Enfin, je la vois partout. Et tout le monde encense cette dystopie, tout le monde dit qu'elle est géniale, donc forcément ça m'intrigue énormément parce que j'aime la dystopie, c'est un de mes genres préférés, donc j'ai envie de me le procurer et de le lire. Après, comme il est sorti récemment et que j'achète très peu en neuf, j'attends de voir si je peux le trouver sur Vinted. Au niveau du synopsis par contre, j'avoue, je me suis pas trop renseignée dessus, je l'ai écouté plein de fois dans des vidéos, mais je l'ai pas retenu.
parce que j'aime bien me plonger dans des dystopies sans trop en savoir dessus, donc voilà, je suis désolée. Si vous voulez savoir le synopsis, allez sur n'importe quelle chaîne du Booktube, je pense que vous allez la voir, parce que vraiment en ce moment, je le vois partout. Et quand je vois un livre partout comme ça me donne tellement envie de le lire. Et une autrice française en tout cas, donc j'ai oublié le nom, c'est une honte, mais en tout cas il m'intéresse tout particulièrement. Ensuite, une catégorie qui est un petit peu dans la même vibe que celle que l'on vient de faire, c'est la sortie la plus attendue. Donc là, c'est un livre qui n'est pas encore sorti et que j'attends avec impatience. Alors, je fais très peu attention aux sorties. Pourquoi ? Parce que je me connais, sinon je les achète tous. donc j'essaye d'éviter de regarder justement quel livre va sortir pour économiser de l'argent. Parce que aussi j'ai une bibliothèque qui est vraiment pleine et dont j'ai lu vraiment beaucoup trop peu de livres. Donc je me focalise sur ceux que j'ai déjà. Ce sera déjà pas mal. Mais je sais qu'il y a des sagas que je suis en train de lire qui sont en cours pour moi et qui vont avoir justement des tomes qui vont sortir incessamment sous peu, et je pense notamment au 4e tome des Couronnes de Nyaxia, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes en 2024, je crois. Donc en 2025, je n'ai pas lu le tome qui était sorti parce que c'est le tome 3 et que comme ça fonctionne en duologie, le tome 3 va aller avec le tome 4. Et donc j'ai hâte que ce tome 4 sorte parce que j'ai déjà le tome 3 dans ma bibliothèque. Et donc je voudrais enchaîner le 3 et le 4. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il va sortir, je crois que c'est fin de l'été ou début automne, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'attends avec impatience cette sortie pour pouvoir continuer cette saga que j'aime énormément, qui est de Carissa Broadbent, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, j'ai hâte. Ensuite, on va parler des plus grandes déceptions de ce début d'année. Alors là, j'en ai trois lectures audio. Alors à chaque fois pour 3 raisons différentes. La première, c'est Redeeming Six de Chloé Walsh. C'est le quatrième, je crois, tome de la saga des Boys of Tommen. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre parce que j'ai trouvé que le couple était un peu toxique. Quand même, il était très long aussi ce tome et ouais, j'ai pas trop aimé en fait l'interaction entre les personnages, ce qui se faisait les uns aux autres, le trope, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal en fait à être dedans et je l'ai trouvé très cru aussi dans sa manière d'écrire. Il y avait beaucoup de smut et ça m'a un petit peu déplu, surtout que dans les premiers tomes il y avait peu de smut et donc ça a été comme ça une escalade au fur et à mesure des tomes de la quantité et la densité, on va dire, des scènes de smut qui a fait que ce tome-là, j'ai été vraiment déçue. Pour vous faire un petit résumé, donc dans la saga, nous y suivons... Ah, comment elle s'appelle ? C'est Johnny et... J'ai oublié son nom. Shannon. Nous y suivons Shannon qui est une adolescente qui va changer d'établissement. Alors, je pense que c'est... début lycée pour eux, je crois qu'elle a 15 ans, un truc comme ça au début du premier roman. Et donc elle va changer d'établissement à cause de harcèlement scolaire, donc elle se retrouve dans un établissement privé et dès le premier jour en fait elle va se prendre un ballon de rugby dans la tête qui est lancé par le capitaine Johnny Cavana. Elle, ça va lui réveiller quelques petits traumas, mais c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Johnny, lui, c'est un homme qui est d'une famille très riche, qui n'a pas de problème, mis à part un petit peu de violence quand même, hein, il faut l'avouer. Il ne contrôle pas trop ses émotions. Et elle, par contre, elle est d'une famille très pauvre, très nombreuse, avec des parents abusifs. Donc son père, lui, est violent. Et sa mère, elle, psychologiquement, est abusive, en fait, puisqu'elle défend énormément son père et elle ne s'occupe pas suffisamment de ses enfants. Elle ne les protège pas, en tout cas. Donc on est dans une situation familiale qui est très, très compliquée. On a justement des personnages très torturés, des situations... pas facile à écouter, parce que moi je les ai lus en audio, mais pas facile à écouter la plupart du temps, donc je vous conseille de regarder énormément les trigger warnings si jamais vous êtes sensible par rapport à ce genre de sujet. Mais en tout cas, les 2 premiers tomes, je les avais beaucoup appréciés, j'ai trouvé qu'ils étaient bien réalisés, alors c'est très torturé, mais j'avais pas trop de... grosses problématiques, mis à part, voilà, comme je vous disais, la gestion des émotions de Johnny, hein, voilà, on n'est pas sur un personnage totalement green flag, mais ça allait encore. Mais alors, entre Joey et Ifa, donc ça c'est dans les tomes 3 et 4, donc Joey qui est le frère aîné de Shannon, là par contre, leur couple, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai trouvé que ils n'étaient pas forcément dans une relation très saine et qu'ils se faisaient beaucoup de mal l'un l'autre.
et que ok ils s'aiment mais l'amour à un moment pour moi ne suffit pas. Enfin je veux dire si jamais ok vous vous aimez mais que vous êtes pas bons l'un pour l'autre, pour moi il faut pas insister quoi. Il faut penser d'abord à sa santé physique et mentale et là pour le coup j'ai trouvé que c'était pas terrible. Donc voilà, c'est celui qui m'a le plus déçu en termes de romance. Par contre j'ai eu 2 autres petites déceptions. Célèbre de Maud Ventura parce que j'avais tellement aimé Mon mari de Maud Ventura que en fait je suis passée un petit peu à côté de Célèbre. J'ai trouvé que le personnage était beaucoup trop antipathique pour moi, il ne m'inspirait vraiment aucune sympathie. Comme ça a pu être le cas dans Mon mari, parce que dans Mon mari j'ai vraiment eu énormément de sympathie, j'ai beaucoup rigolé, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré les situations, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Alors que là, Célèbre, donc on va y suivre une personne connue et on va avoir tout ce développement de son enfance à sa célébrité. Elle va faire tout un récapitulatif en fait de sa vie et elle va nous expliquer que dès le début, elle voulait être connue, elle voulait être célèbre et donc elle va nous expliquer comment elle est arrivée à ses fins. Sauf que on est sur quelqu'un qui est vraiment très manipulatrice. Je lui ai trouvé que des défauts et ça m'a un petit peu gênée pour la lecture. Si vous, ça ne vous dérange pas, je vous le conseille parce que l'écriture de Maud Ventura, elle est vraiment très très chouette. Moi, j'aime beaucoup cette autrice. Mais voilà, je suis passée un peu à côté de celui-ci parce que le personnage était vraiment trop peu sympathique pour moi. J'ai pas développé d'attachement pour ce personnage, ce qui fait que ça a été une petite déception parce que je attendais beaucoup après avoir lu Mon mari, parce que je les ai enchaînés assez rapidement. J'étais un peu déçue par Célèbre. Voilà, et le dernier livre qui m'a un peu déçue cette année, c'est Love Mom de Iliana Xander, je crois qu'elle s'appelle. Là, je fais que avec ma mémoire, c'est compliqué. Qui est un thriller un peu domestique, on peut dire. Et donc, c'est une jeune fille, j'ai complètement oublié son nom par contre, je suis désolée, mais dont la maman est autrice de thriller très connue et en fait sa maman est morte suite à un accident tout bête et pendant qu'elle va préparer les funérailles, qu'elle va faire son deuil, elle va recevoir une lettre de son fan numéro 1 qui lui donne également des morceaux du journal intime de sa mère et qui va lui dire qu'en fait sa mère elle a un lourd secret et qui va en fait l'aiguiller pour pouvoir trouver ce secret. J'ai été un petit peu déçue. Alors c'est un livre qui s'enchaîne très bien, je trouve qu'il a une vibe un peu à la Freda McFadden dans le sens où les pages se tournent très facilement. Moi je l'ai écouté en audio mais en tout cas c'est hyper agréable, c'est très fluide, c'est très addictif. Ça, il n'y a aucun problème mais je trouve que c'est au niveau du développement, au niveau de l'intrigue et du retournement de situation finale. En fait j'ai pas été surprise, j'ai tout trouvé directement, ce qui est très rare pour moi parce que vraiment je me laisse assez facilement prendre dans pas mal d'intrigues, je réfléchis pas trop en règle générale à ce qui pourrait arriver donc je tombe très souvent dans tous les pièges qu'on peut me tendre. Mais là en l'occurrence, j'ai pas été surprise, j'ai pas été choquée, je m'y attendais. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Je me suis dit un peu à la fin, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, c'est le thriller qui m'a le moins convaincue cette année. Et j'en ai lu pas mal en début d'année quand même. Je trouve par rapport à ce que j'ai pu faire ces dernières années, les thrillers ont pas mal fait partie de ma vie de ce début d'année. Donc voilà pour mes déceptions. Ensuite, on enchaîne avec mes plus grandes surprises. Et là, justement, je vais vous parler de Mon mari de Maud Ventura que j'ai écouté en livre audio, mais que j'ai par la suite acheté puisque je l'ai trouvé en ressourcerie à 1 € donc je me suis pas privée. Et donc dans ce livre nous allons suivre les pensées d'une femme qui est obsédée par son mari. Elle passe son temps en fait à interpréter tous les faits et gestes de son mari, à analyser tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle peut faire pour le rendre heureux. En fait sa vie tourne complètement autour de son mari et c'en est vraiment malsain. Au point où elle va vraiment essayer de manipuler tout son petit monde en fait. J'ai pas trop envie de vous en dire de trop, mais en tout cas ce livre, je l'ai trouvé mais genre incroyable. Dans le sens où déjà c'est hyper addictif et on a une montée en puissance de sa folie qui est hyper appréciable à lire et à écouter. C'est une personne qui est folle et en même temps on arrive à avoir un petit peu d'empathie pour elle. Surtout au début on se reconnaît quand même quelquefois dans certains de ses comportements. Après au fur et à mesure, heureusement... on se reconnaît plus trop, on se dit qu'elle exagère quand même pas mal. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment hyper bien écrit. Je sais pas, j'ai adoré. Et il est sur une semaine complète. On a l'impression qu'il se passe des mois, mais il est que sur une semaine. Et ouais, j'ai kiffé.
et j'ai énormément rigolé en écoutant ce livre audio. J'en ai énormément parlé à mon mari justement parce que, je sais pas, j'ai trouvé tellement drôle, tellement original que j'avais envie d'en parler avec lui. Et maintenant, à chaque fois que je parle avec vous de mon mari, je pense à ce livre. À chaque fois que je dis mon mari, puisqu'elle le dit tout le temps, je pense à ce livre. Il est resté ancré en moi. Voilà, ma dernière surprise de ce début d'année, ça a été Orgueil et préjugés de Jane Austen, puisque, bon, je connais en fait dans les grandes lignes, mais je m'attendais pas à être autant addict à ce livre, à vouloir le lire, l'enchaîner, à délaisser même tous les autres livres pour pouvoir continuer ma lecture de Orgueil et préjugés. Enfin vraiment, j'ai adoré, je trouve qu'il se lit hyper bien, il est très bien écrit, je sais pas, les pages se tournent tellement facilement, les personnages sont trop chouettes à suivre. Voilà, ça a été une grosse surprise pour moi de autant apprécier un classique qui date quand même. Je dis pas, j'aime énormément les classiques, mais en règle générale, il me faut plus de temps pour les lire. Il me faut des petites pauses pour bien imprégner l'histoire, pour bien comprendre, parce que le texte est généralement plus compliqué à lire, donc il me faut plus d'espace mental, on va dire. Et celui-ci, par contre, je l'ai vraiment enchaîné, enfin, j'ai vraiment passé un excellent moment en le lisant. Donc nous allons y suivre Elizabeth Bennet, qui vit avec ses parents et ses 4 sœurs. Et un jour, on a monsieur... comment il s'appelle l'autre ? Je sais plus son nom, qui est assez riche, assez bien placé, qui va débarquer dans le secteur, et sa mère va n'avoir qu'une obsession, c'est faire en sorte que l'une de ses filles se marie avec lui. Sauf qu'il va pas venir seul, il va venir également avec Monsieur Darcy, qui a encore plus d'argent, encore plus de pouvoir que lui, et celui-ci va s'engager dans une petite joute verbale avec Elizabeth. Ils vont avoir du mal à s'apprécier au début, et en fait ils vont se taquiner à longueur de temps avec des dialogues qui sont des petits bonbons à lire que j'ai adoré. Franchement, c'est passé un super moment. Donc c'est une romance forcément, mais une romance d'époque, avec beaucoup de critiques de la société, avec beaucoup d'informations en fait sur la société de l'époque, donc la romance n'est pas non plus prédominante, et c'était hyper agréable à lire. J'ai adoré. La catégorie suivante, c'est mes auteurs préférés. Alors, j'ai pas vraiment d'auteurs préférés, mais je vais plutôt dire ceux que j'ai beaucoup lus en fait dans ces 6 premiers mois et où ils m'ont jamais déçu au niveau de la plume. Le premier, c'est Michael McDowell. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 2 et pas le tome 1, mais Michael McDowell parce que j'ai lu 3 livres de lui en ce début d'année. J'ai lu Cathy, La Crue, le tome 1 de Blackwater, et ce tome 2 qui est La Digue, pareil, de Blackwater. Et ouais, j'ai découvert que la plume de Michael McDowell, bah j'adore. C'est hyper fluide, ça se lit bien, c'est très ancré dans son époque, on va avoir beaucoup d'informations justement sur comment ça se passe à l'époque, les mœurs, la culture. Dans Cathy aussi, j'ai beaucoup aimé ce côté très logistique où on nous expliquait sans cesse combien d'argent il lui restait, etc. Je sais pas, j'aime bien ce côté quand même assez factuel dans les histoires, avec des personnages qui sont assez singuliers mais qui ont leur personnalité propre et que l'on voit évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Bon, alors ils subissent un petit peu quand même, hein, nos personnages, ils ont pas trop de chance. Et on a toujours une petite touche comme ça de surnaturel qu'il nous rajoute et que j'adore en fait. Il arrive à chaque fois à m'embarquer dans ses romans, donc vraiment une très très bonne surprise, Michael McDowell, j'aime beaucoup. Tous ces romans pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Je vous le conseille énormément, ça se lit hyper bien. Ces livres-là, enfin j'ai cru que j'allais les one-shot, ça se lit mais tout seul, j'adore. Et aussi, une autre autrice que j'ai beaucoup lu du coup en ce début d'année, bah, c'est Carissa Broadbent, puisque je vous ai dit, j'ai lu toute la trilogie de la saga des cœurs égarés. Oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup en fait l'équilibre qu'elle donne entre la fantasy et la romance. C'est pas trop présent, on a une fantasy qui est quand même bien construite, on a des univers qui sont assez dangereux, je veux dire, on est inquiété pour nos personnages, toute l'intrigue politique, tous les univers, je trouve qu'ils sont très simples à comprendre, et en même temps, ils sont vraiment bien développés, et du coup, ça me plaît énormément. Alors là, le seul truc que je pourrais reprocher à la saga des cœurs égarés, c'est qu'il n'y avait pas de cartes. Et ça m'a un peu perturbée à des moments, notamment par rapport au territoire, comme j'ai une mémoire qui est quand même très visuelle. J'aurais bien aimé bien voir en fait quel pays était où pour un peu mieux comprendre l'ensemble. Mais autrement, je trouve que vraiment c'est hyper bien fait et j'aime beaucoup. Et Les Courants de Niaxa, c'est pareil, j'avais adoré et comme je vous dis, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Donc ouais, ça fait partie des autrices qui ont marqué ce début d'année et que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Voilà pour cette catégorie. Pour la prochaine, on va parler de mes personnages de fiction préférés de ce début d'année. J'aurais pu aussi le mettre dans mes auteurs préférés parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga, mais c'est L'Ombre des Dieux, donc la saga de la Confrérie du Sang de John Gwynne. Donc ça c'est le tome 1, mais j'ai lu en ce début d'année le tome 1 et le tome 2. Et j'ai adoré les personnages dedans. Alors je vais pas en choisir qu'un seul, parce que c'est tous les personnages, je les ai vraiment adorés. Orca, Varg, Elvar, ils ont un développement qui est hyper intéressant dans ce livre. Alors que je vous explique l'histoire, mais on va y suivre en fait 3 personnages, 3 points de vue différents, dans une fantasy nordique avec une omniprésence des dieux, puisque les dieux en fait sont morts, mais leurs enfants, donc les... pas corrompus, comment on appelle ça? Je l'ai lu en début d'année, hein, m'en voulez pas. Pas les corrompus, c'est les... Enfin bref, en tout cas, dedans, donc on a les enfants, pardon, des dieux qui ont encore de la magie en eux, qui peuvent se transformer, mais du coup qui sont chassés, qui sont tués par la population, par les humains. Et donc on va y suivre 3 personnages, donc Orca, qui est une ancienne guerrière qui veut vivre sa meilleure vie dans sa petite ferme avec son mari et son fils. On va y suivre également Elvar, qui est... une jeune femme qui fait partie des chiens de guerre, qui est un groupe de mercenaires qui justement va pourchasser ces enfants de Dieu pour les vendre à des jarls. Et on va également y suivre Varg, qui lui est un ancien esclave, qui s'est échappé, sa sœur est décédée et il a envie de savoir qui l'a tué. Donc pour ça il va chercher une sorcière qui a en fait le pouvoir de voir les derniers instants d'une personne. Et donc il veut utiliser les pouvoirs de cette sorcière pour découvrir qui a tué sa sœur et pour pouvoir la venger. Et pour ça, il va intégrer la Confrérie du Sang, qui est un autre gang de mercenaires, mais cela ne pourchasse pas les enfants de Dieu. Et en fait, on va voir comme ça ces 3 personnages totalement différents, avec des personnalités totalement différentes également, se rejoindre au fur et à mesure de l'histoire. On va voir les liens qui peuvent lier chacun de ces personnages. Des fois, ils vont être du même côté, on va dire, et des fois, ils vont être opposés l'un à l'autre, sauf qu'on s'est attaché à tout le monde, et c'est une torture, quoi. Et alors, ce monde est hyper violent, il y a des morts tout le temps, il y a beaucoup d'action, c'est très réaliste, et vraiment, j'adore. C'est un peu l'équivalent de Game of Thrones, mais en version viking, quoi, en gros. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec ces 2 premiers tomes, et j'ai vraiment hâte de lire le 3e, mais je veux le réserver pour l'hiver, parce que c'est quand même une lecture plus hivernale pour moi, mais ce n'est pas gênant parce que notamment dans le tome 2, on nous fait un gros récapitulatif du tome 1, on nous représente les personnages dans un glossaire et il nous redéfinit également tous les mots un peu particuliers qu'il utilise dans son univers, donc vraiment trop bien. Moi j'ai adoré l'écriture de John Gwynne, j'ai trouvé que cette histoire elle était hyper plaisante à lire, vraiment je vous la recommande et les personnages étaient incroyables. Et également, alors c'est un peu particulier, hein, parce que là je parle de personnages de fiction, c'est pas vraiment des personnages de fiction. Donc je sors un petit peu du cadre, désolée, mais j'ai lu cette année Les femmes et les mathématiques de Joaquin Navarro. Donc c'est un livre de non-fiction dans lequel on va vous présenter des femmes qui ont eu une influence énorme sur les mathématiques à différentes époques. Donc ça va partir de l'Antiquité jusqu'à les contemporains, donc jusqu'au XXe siècle. Et vraiment c'était un livre hyper plaisant à lire, hyper intéressant. Et j'ai adoré chacune des femmes qu'on nous a présentées. Enfin, j'ai été assez subjuguée par leur courage, par leur détermination, par leur intelligence. Et voilà, j'ai trouvé que ce livre était incroyable. Et ça m'a un peu dégoûté quand même qu'on entende si peu parler justement de ces femmes alors qu'elles ont eu une importance énorme pour les mathématiques. Et c'est un livre qui m'a énormément plu, qui m'a marqué et voilà, je voulais le mettre ici quand même parce que certes ce ne sont pas des personnages de fiction mais c'est des personnages qui m'ont quand même pas mal marqué dans ce début d'année, donc je voulais en parler. Le livre qui m'a fait pleurer en ce début d'année, bon, sans trop de surprise, Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis, il m'a achevé ce livre. Alors j'en ai quand même quelques-uns qui m'ont pas mal marqué, qui m'ont pas mal bouleversé, mais celui-ci quand même plus parce qu'il y a un moment j'ai dû aller voir mon mari pour lui dire oula, je me sens pas bien là. Je suis à la limite de pleurer, donc s'il te plaît, fais-moi un câlin. C'est un livre qui m'a été conseillé par ma maman, puisque c'est son livre préféré. J'ai fait tout un vlog dans lequel je lis ce livre, donc
Je vous le mettrai ici dans le petit i pour que vous puissiez aller le voir si jamais ça vous intéresse un petit peu plus au niveau du synopsis de ce que j'en ai pensé. Mais pour vous la faire courte, on va y suivre une romance entre une jeune femme française et un homme allemand en Alsace au début de la Seconde Guerre mondiale, et donc tous les problèmes que ça peut poser et toutes les péripéties que va subir notre jeune Noël, qui est la jeune femme en fait de l'histoire. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que notre histoire commence vraiment quand Noël est jeune, au moment où elle va arriver en Alsace, et donc on va aussi avoir pas mal l'histoire de Clémence, sa mère, qui justement va essayer de faire en sorte que Noël ait la meilleure éducation et la meilleure vie possible. Et donc on va y voir tout plein de portraits de personnes différentes durant cette période, donc l'Alsacien lambda, l'Allemand lambda qui n'est pas forcément d'accord avec le chancelier allemand de l'époque, et plein d'autres personnages comme ça qui vont en fait dépeindre plein de possibilités qui ont pu se passer à l'époque, et je l'ai trouvé tellement marquant, tellement intéressant d'un point de vue à la fois historique et aussi d'un point de vue fiction, parce que c'était une histoire qui était vraiment très intéressante, qui s'enchaîne vraiment hyper bien, c'était hyper addictif, beaucoup de péripéties, beaucoup d'histoires qui s'en mêlent, et pas du tout compliqué à comprendre et à lire, et voilà, il m'a bouleversée, on s'accroche énormément à tous ces personnages, il leur arrive plein de choses et malheureusement pas des choses que joyeuses, ce qui fait que c'est le livre qui m'a le plus bouleversée de ce début d'année. Voilà, merci maman. Mais je vous laisse voir ma vidéo si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre. Ensuite, le livre qui m'a le plus fait rire en ce début d'année, qui m'a rendue le plus heureuse. Moi, je suis partie vraiment sur le rire, parce que m'a rendue le plus heureuse. Je suis heureuse à chaque fois que je lis un livre. Je suis partie sur vraiment ce qui m'a fait le plus rire en ce début d'année, et alors là, c'est Bride de Ali Hazelwood. Ce livre m'a fait mourir de rire, puisque nous allons y suivre Misery, qui est une vampire qui a passé sa vie en fait à rendre service à son espèce, les vampires, puisque elle a été envoyée un peu comme un otage chez les humains la moitié de sa vie, donc elle est trop humaine pour les vampires maintenant, donc elle vit parmi les humains. Et en fait un jour on a son père qui débarque et puis qui lui dit en fait il va encore falloir que tu rendes service à ton peuple en te mariant avec l'alpha de la meute de loups-garous qui habite à côté, pour encore une fois régler des problèmes interespèces, pour éviter encore d'autres problèmes entre les deux espèces. Donc c'est un mariage forcé, elle va accepter parce que elle se rend compte que ça peut lui permettre de découvrir ce qui est arrivé à sa meilleure amie qui a été enlevée très peu de temps auparavant, donc elle va y aller dans ce but là, donc elle va accepter comme ça. Mais alors on est sur un mariage arrangé entre deux espèces avec une manière de voir les vampires et les loups-garous qui est quand même assez originale, parce que j'avais jamais vu ça, notamment les vampires ils ont le sang violet, les loups-garous ils ont le sang vert, enfin des trucs comme ça, qui fait que mais c'était hilarant, enfin vraiment. Ali Hazelwood de base elle a quand même une plume je trouve assez drôle, assez cru quand même, parce que faut pas omettre, je vais quand même vous en parler, mais on a quand même quelques scènes un petit peu spicy, un petit peu bizarres, un peu dérangeantes, comme je vous le dis, entre deux espèces différentes, donc ça amène à des situations qui sont assez particulières, mais que j'ai trouvé quand même bien intégrées dans l'histoire. C'était pas comme ça, tombé comme un cheveu sur la soupe pour avoir du smut pour du smut. Non, c'était assez rigolo en fait de voir comment elle avait adapté ça justement à la situation vampire-loup-garou. Et voilà, il m'a fait mourir de rire ce livre, vraiment j'ai adoré. Donc je le mets dans cette catégorie. Ensuite, le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque, alors j'ai considéré que j'ai acheté depuis le début de l'année, parce que j'en ai énormément des beaux livres dans ma bibliothèque, mais je suis partie sur ceux que j'ai achetés ces 6 derniers mois, et je pense que le plus beau livre que j'ai acheté en 2026, c'est La guerre de Pavot de R.F. Kuang, puisque vraiment c'est un magnifique livre. Alors par contre il pèse 1 tonne quand même, mais il est vraiment très très beau. Voilà, sans la jaquette. Ah, d'accord, ok, super. Voilà, sans la jaquette, je le trouve vraiment magnifique comme livre. On a un jaspage qui est vraiment hyper beau. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture avec le doré là, vous voyez. Voilà, c'est le plus beau livre que j'ai acheté en ce début d'année. Après, j'ai pas acheté énormément de livres en ce début d'année, franchement. Je trouve que je suis assez raisonnable. En tout cas, j'ai acheté peu de livres
récent, on va dire. J'ai acheté beaucoup de livres en ressourcerie ou en vide-grenier ou des trucs comme ça, donc des livres vraiment pas chers. Mais en livre un peu plus récent, tout ça, c'est lui qui est le plus beau. Et il y a aussi les livres Blackwater que j'ai acheté aussi en ce début d'année. J'ai acheté le 3e. Mais bon, là c'est le 2, c'est pas grave. Mais en tout cas, ces livres-là, franchement, ils sont trop beaux. Pour des poches, ils sont vraiment trop beaux. Je pense que c'est les plus beaux poches que je possède. Donc voilà pour cette catégorie. Et la dernière question, c'est quel est le livre que je veux absolument lire avant la fin de l'année? Et alors là, c'est un petit défi que je me lance parce que j'aurais pu vous mettre le 3e intégral de Game of Thrones parce que je sais que je vais devoir le lire. Je l'ai mis dans ma pile à lire et puis j'ai comme objectif d'en lire un par an. Donc j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre aussi Harry Potter parce que c'est pareil, j'en lis un par an. Donc j'aurais pu, on va dire, prendre ces petits bonus là. Mais non, je m'engage. Écoutez-moi bien, je m'engage à lire le 1er tome du Seigneur des Anneaux avec la communauté de l'anneau, je crois qu'il s'appelle même la fraternité de l'anneau maintenant, de J.R.R. Tolkien. Je ne le présente plus, je vais pas faire l'affront de vous raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, hein. Mais voilà, il s'avère que votre hobbit préféré n'a jamais lu le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vous l'avoue. Et je veux, cette année, justement, commencer. Alors, j'ai jamais lu, oui et non, parce que je l'ai commencé il y a 3-4 ans, mais à l'époque je lisais pas, très peu, et du coup ça a été très rude pour moi de me lancer dans le Seigneur des Anneaux alors que j'avais aucune habitude de lecture. Donc c'est pour ça, je me suis remis à la lecture entre temps, maintenant j'enchaîne énormément de livres, donc je me dis, là il n'y a plus d'excuses, tu vas pouvoir le lire, tu vas pouvoir te lancer dedans, tu as repris l'habitude de lire, c'est bon, tu es pas en train de bugger sur chaque phrase, donc ça va être le moment, alors je le... Excusez-moi, mais il pèse une tonne, hein, donc voilà. Donc ça va être le moment cette année, notamment en fin d'année, je pense. Hein. Je voudrais le lire pour l'hiver parce que pour moi c'est une lecture hivernale. Me demandez pas pourquoi. Je veux lire La Fraternité de l'Anneau cette année. L'année prochaine, je lirai les 2 tours. Et l'année d'après, Le Retour du Roi. Je pense que je ferai comme ça. C'est un des objectifs de ma vie. Je préfère vous le dire. Et donc, je voudrais commencer dès cette année. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais réussir à le caler. Mais en tout cas, il est très lourd. Mais en tout cas, voilà le livre que je veux lire avant cette fin d'année. Et ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions de ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu à certaines de ces catégories, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao mes hobbits!